Un roi ne perd pas sa couronne parce que quelqu'un arrête de la regarder, il la perd lorsqu'il la retire lui-même et la remet sans résistance. C'est ce que beaucoup d'hommes font lorsqu'ils se sentent insécurisés face à une femme. Ils descendent du trône et croient que supplier, insister ou implorer est le chemin pour récupérer ce qu'ils ont déjà laissé échapper. Et le plus dur à entendre est ceci: plus tu cours après, plus vite le désir s'éloigne. Personne ne suit celui qui rampe, tout le monde suit celui qui reste debout. Cette vidéo ne parle pas de formules bon marché, ni de jeux de séduction sans sens. Il s'agit de récupérer la force que tu as lâchée lorsque tu as mis ton bonheur entre les mains d'autrui. Le problème n'a jamais été qu'elle perde de l'intérêt. Le problème est que tu t'es perdu toi-même. Lorsque tu cesses d'être l'homme centré, ferme et conscient de sa valeur, tu cesses inévitablement d'être attirant. Et ce dont tu as besoin aujourd'hui n'est pas un truc pour qu'elle revienne. Ce dont tu as besoin est un coup de réalité pour que tu reviennes. Ici, nous ne parlerons pas d'envoyer des messages à des heures indues, ni de feindre l'indifférence, car cela ne fait que prolonger la dépendance. Nous parlerons de reconstruire ton centre, d'utiliser le silence comme une arme qui déconcerte, de transformer ta vie dans l'ombre et de réapparaître ensuite avec la force d'un homme qui n'a pas besoin de prouver avec des mots ce qui vibre déjà dans ses actes. C'est le véritable jeu. Cesser d'être quelqu'un qui demande et redevenir quelqu'un qui attire. Je te préviens dès maintenant. Ce que tu vas entendre n'est pas confortable, ce n'est ni doux ni facile à avaler. Mais c'est réel. Et le réel est la seule chose qui transforme. Parce que lorsqu'un homme se retrouve lui-même, il n'a plus besoin de poursuivre quoi que ce soit. Tout vient naturellement. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut non seulement changer la façon dont elle te voit, mais aussi changer la façon dont tu te vois toujours. 1. Récupère ton centre avant de la récupérer. Un bateau sans ancre finit à la merci du courant. Il peut avoir de grandes voiles et un gouvernail solide, mais s'il n'est pas ancré à son centre, n'importe quel vent le pousse là où il ne veut pas aller. Il en va de même pour un homme qui perd son propre axe. Il cesse de diriger sa vie et commence à se mouvoir au rythme de l'attention qu'il reçoit ou cesse de recevoir. Quand une femme s'éloigne et qu'il désespère de la récupérer, il ne comprend pas que le véritable problème n'est pas elle, mais qu'il s'est déconnecté de lui-même et a abandonné tout son pouvoir. Récupérer ton centre n'est pas une jolie phrase, c'est la base de tout le reste. Un homme qui n'est pas sur son axe devient prévisible, anxieux, dépendant. Et voici la vérité inconfortable. Le besoin n'attire jamais, il repousse toujours. Personne ne respecte celui qui oublie de se respecter en premier. Si elle perçoit que ton humeur dépend de ses messages, de ses appels ou de son approbation, tu n'es plus un homme qui inspire confiance. Tu es quelqu'un qui cherche constamment une validation. Cela tue tout intérêt réel. La première chose que tu dois faire est d'arrêter cette inertie. Si tu sens que ton esprit tourne autour d'elle, que tes décisions sont dominées par ce qu'elle pense ou cesse de penser, tu as besoin de revenir à toi. Comment faire? Avec discipline et clarté. Commence à récupérer tes routines, ton corps, ton travail, tes objectifs personnels. Reconstruis ce que tu avais abandonné. Un homme centré n'est pas celui qui dit qu'il va bien, c'est celui qui démontre par des actes que sa vie a une direction, même quand quelqu'un décide de s'en éloigner. Rappelle-toi quelque chose d'essentiel. Ta valeur ne change pas parce que quelqu'un la reconnaît ou l'ignore. La pierre reste un diamant, même si personne ne la regarde. Et si tu laisses ton éclat dépendre des yeux des autres, tu renonces à ta véritable force. Récupérer ton centre signifie te rappeler que ta vie ne tourne pas autour d'une relation, mais d'un but plus grand. Quand tu mets ce but en avant, tout le reste se met en place, y compris l'attraction. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils confondent la récupération de l'intérêt avec la récupération de l'attention immédiate. Et dans cette erreur, ils sombrent, ils poursuivent, insistent, se rabaissent. Et en le faisant, ils ne font que confirmer la raison pour laquelle elle s'est éloignée.
Ils ont cessé d'être solides, ils ont cessé d'être fermes. Le chemin n'est pas vers l'extérieur, il est vers l'intérieur. Tu as besoin de reconstruire ton pouvoir personnel, cette stabilité émotionnelle qui ne dépend des mouvements de personne. Demande-toi froidement, qui étais-tu avant de perdre ton centre? Qu'est-ce qui te passionnait? Quelles habitudes renforçaient ton caractère? Quelle vision avais-tu de toi-même que tu as laissé de côté? Tout cela doit revenir, non pas comme une façon de prétendre que tu vas bien, mais comme un véritable acte de respect de soi. Parce que l'authenticité se remarque et un homme qui retrouve son centre n'a pas besoin de l'annoncer. Sa seule présence le transmet. Quand tu reviendras à ton axe, non seulement elle te percevra différemment, mais tu te percevras différemment. Tu te verras fort, conscient, maître de ta vie. Et à partir de là, sans supplier, sans te rabaisser, sans perdre ta dignité, l'intérêt peut renaître. Parce que l'attraction ne naît jamais du manque. Elle naît toujours de l'abondance. Récupère ton centre avant de penser à la récupérer. C'est le premier mouvement qui fait la différence entre un homme qui supplie et un homme qui attire. 2. Utilise le silence stratégique comme ton arme invisible. Le tambour ne sonne pas par le coup en lui-même, mais par le vide qui vibre à l'intérieur. Le silence, lorsqu'il est utilisé intelligemment, a plus de pouvoir que 1000 mots prononcés avec désespoir. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que plus ils insistent, plus ils auront de chances de regagner l'intérêt d'une femme. Ils envoient des messages à chaque heure, cherchent des excuses pour appeler, publient des sous-entendus en espérant une réaction. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'insistance ne ouvre pas de porte, elle les ferme. Et c'est précisément le silence qui, bien appliqué, peut ouvrir la curiosité qui avait été perdue. Le silence stratégique n'est pas disparaître par caprice, ni jouer à l'indifférence vide. C'est un mouvement calculé qui rompt le modèle de ce qui est attendu. Si auparavant tu étais toujours disponible, répondant instantanément, montrant le besoin à chaque geste, ton absence devient un message plus fort que n'importe quel mot. Elle commence à remarquer le vide que tu laisses. Et dans ce vide apparaît la question inévitable. Que fait-il maintenant? Pourquoi ne me cherche-t-il pas? Qu'est-ce qui a changé en lui? Cette intrigue est celle qui commence à travailler en ta faveur. Mais attention, le silence ne fonctionne pas si tu l'utilises depuis la colère ou le ressentiment. Le véritable pouvoir est de l'appliquer depuis le calme et la stratégie. Il ne s'agit pas de disparaître pour punir ou pour manipuler, mais pour revenir à toi, pour récupérer de l'énergie et montrer que ton monde ne dépend pas de son attention. Cet espace, sans ta présence, parle plus que 1000 tentatives de la convaincre que tu vaux encore la peine. Parce qu'un homme qui sait se taire démontre qu'il n'a pas besoin de supplier pour être entendu. Dans la vie quotidienne, le silence stratégique se traduit par des actions concrètes. Ne pas répondre immédiatement, ne pas réagir à chaque provocation, ne pas courir après chaque mouvement d'aile. Plus tu es tranquille dans ton silence, plus la différence est perceptible. Et plus tu occupes cet espace dans ta propre croissance, plus l'impact sera puissant lorsqu'elle le percevra. Le silence cesse d'être une absence et devient une présence invisible, une ombre qui rappelle qui tu étais quand tu étais centré. Beaucoup craignent qu'en restant silencieux, elle les oublie complètement. C'est une illusion créée par la dépendance émotionnelle. La réalité est que personne n'oublie immédiatement, et encore moins lorsque tu romps un modèle de besoin. Le silence, au lieu de t'effacer, te rend mystérieux, et le mystère attire, parce que ce qui est compris et contrôlé perd de l'intérêt, mais ce qui n'est pas compris, ce qui échappe aux mains, provoque la curiosité. Le silence te protège aussi. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras plus tard, de te rabaisser avec des promesses vides ou de montrer une anxiété qui détruit ton image. Se taire, c'est te donner de l'espace pour réfléchir, pour te retrouver et pour construire une version de toi qui ne bouge pas par impulsion mais par stratégie. C'est là la différence entre un homme qui désespère et un homme qui dirige. Lorsque tu appliques le silence stratégique, la dynamique change.
Tu n'es plus celui qui court derrière, tu es celui qui s'est arrêté et a décidé d'occuper son temps à grandir. Elle, tôt ou tard, percevra le changement. Et même si elle ne le dit pas, elle ressentira la différence entre l'homme qui désespérait pour son attention et l'homme qui se donne maintenant le luxe de se réserver. Ce contraste est puissant. 3. Transforme-toi en silence et laisse tes résultats parler. L'acier ne se forge pas au milieu des applaudissements. Il se forge dans la chaleur intense du feu et sous les coups répétés du marteau, en silence, loin des regards curieux. Il en va de même pour un homme qui a perdu l'intérêt d'une femme et cherche à le récupérer. Il n'y parvient pas avec des discours ou des promesses vides, mais avec une transformation silencieuse qui, une fois révélée, ne laisse pas de place au doute. La plupart pensent qu'il faut annoncer un changement pour le démontrer. Ils disent « Maintenant, je vais m'améliorer, je vais être différent, je te le promets ». Mais ces mots, au final, manquent de poids car ils reposent sur la même chose qui a détruit l'attraction, le besoin de convaincre. Te transformer en silence signifie travailler sur toi sans faire de bruit. Cela signifie améliorer ton corps en t'entraînant, prendre soin de ton esprit en lisant et en réfléchissant, nourrir ton but avec des objectifs clairs et t'entourer de personnes qui augmentent ta valeur. Ce n'est pas une performance pour impressionner, c'est une construction réelle de caractère et de discipline. Ce changement n'a pas besoin de likes ni d'approbation, il a besoin de constance. Et lorsqu'il perdure dans le temps, il devient une force que les autres ne peuvent ignorer. Imagine ce scénario. Avant, elle te voyait éteint, prévisible, dépendant de son attention. Soudainement, sans rien annoncer, elle remarque que ta présence a changé. Peut-être voit-elle comment ton physique se renforce, comment ton regard reflète plus de confiance, comment ton silence n'est pas vide, mais ferme. Elle n'a pas besoin que tu le lui dises, parce qu'elle le voit. C'est ce qui suscite vraiment de l'intérêt. La preuve claire que tu n'es plus le même, que tu t'es relevé en silence et que maintenant tu brilles sans demander la permission. La transformation silencieuse a également un puissant composant psychologique. Pendant que tu travailles sur toi-même sans chercher de validation, ton esprit s'habitue à ne pas avoir besoin d'applaudissements immédiats. Tu apprends à agir par conviction et non par attente. Et cela te rend beaucoup plus attirant, car ton énergie ne transmet plus de l'anxiété, elle transmet de la tranquillité et de la confiance. Un homme qui est dans cet état ne cherche pas l'attention, et c'est précisément pour cela qu'il l'attire. Dans la vie pratique, cela se reflète dans les petits détails. Il n'est pas nécessaire de disparaître de la carte, mais de construire un rythme où ton temps est consacré à toi. Change tes habitudes, améliore ta discipline, fais de nouvelles choses qui élargissent ta vie. Et le plus important, cette transformation ne doit pas être faite pour elle, elle doit être faite pour toi. Si ton seul objectif est qu'elle revienne, tu retomberas dans la dépendance. Si ton but est de grandir en tant qu'homme, le résultat sera beaucoup plus grand. Tu ne récupéreras pas seulement le respect et la valeur à ses yeux, tu récupéreras ta dignité à tes propres yeux. C'est ce qui fait la différence entre un changement superficiel et un changement réel. Souviens-toi, les résultats parlent plus fort que n'importe quel mot. Et lorsque tes résultats naissent du silence, ils résonnent avec plus de force. Elle peut ignorer tes messages, elle peut rejeter tes excuses, mais elle ne peut nier ce que ses propres yeux voient. C'est le pouvoir de te transformer en silence. Il n'y a pas de discussion, pas de débat, seulement des preuves. Et ces preuves, tôt ou tard, provoquent une réaction. Ne cherche pas à convaincre, cherche à évoluer. N'annonce pas, construis. Ne cours pas après l'approbation, avance vers ta meilleure version. Parce que lorsque tu le fais en silence, sans avoir besoin de le crier, ta seule présence devient une déclaration impossible à ignorer. 4. Réapparaît avec puissance, jamais avec besoin. Le soleil ne demande pas la permission de sortir chaque matin, il apparaît simplement et sa seule présence illumine tout autour de lui. Maintenant, imaginez le contraire, un soleil qui supplie de briller, qui implore les autres de le regarder. Absurde, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe quand un homme revient dans la vie d'une femme par nécessité. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'attrait,
il n'y a que du vide. Le véritable impact se produit lorsque vous réapparaissez avec puissance, avec une présence qui parle d'elle-même et qui montre clairement que votre vie a de la valeur avec ou sans elle. Réapparaître avec puissance ne signifie pas chercher un moment pour impressionner avec des phrases calculées, ni essayer de prouver que vous avez changé avec des discours. Cela signifie se présenter comme quelqu'un qui a grandi, qui s'est transformé, qui a retrouvé son centre et qui ne se meut plus par manque. Un homme qui revient avec puissance n'a pas besoin de demander de l'attention, car son énergie la génère naturellement. Son regard transmet la tranquillité, ses actes la cohérence, et sa présence montre clairement qu'il ne dépend de personne pour se soutenir. La plupart commettent l'erreur de revenir trop vite, avec des messages désespérés, avec des excuses pour appeler, avec des tentatives pour montrer de l'intérêt. Cette réouverture ne génère pas d'attraction, elle génère du rejet, parce que ce qui est perçu derrière chaque mot est l'anxiété et le vide. Et un homme anxieux, malgré toutes les promesses qu'il fait, n'inspire pas confiance. Ce qui rompt vraiment cette dynamique est d'apparaître avec solidité, sans attente, montrant que votre vie coule avec un but. En pratique, réapparaître avec puissance implique d'avoir travaillé sur vous-même avant de faire ce pas. Si vous n'avez pas retrouvé votre centre, si vous n'avez pas appliqué le silence, si vous ne vous êtes pas transformé en silence, votre retour sera faible, ce sera plus de la même chose. Mais si vous avez utilisé ce temps pour vous construire, votre seule présence sera suffisante pour créer un contraste. Il y a ici quelque chose de crucial. Réapparaître avec puissance n'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est pour vivre à partir de votre meilleure version. Si votre retour a pour seul but qu'elle revienne, alors vous êtes toujours lié aux besoins. En revanche, si votre retour se produit parce que votre vie est déjà en mouvement, parce que vous avez des projets, de la clarté et de la force intérieure, alors ce que vous transmettez n'est pas le manque, c'est l'abondance, et l'abondance attire toujours. Pensez à ce scénario. Un homme qui, après des semaines de silence, revient avec une énergie différente, non pas pour supplier, mais pour partager dans la tranquillité. Il ne se justifie pas, il n'explique pas trop, il apparaît simplement avec une assurance qui n'a pas besoin d'ornement. Ce contraste frappe plus fort que n'importe quel mot. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il projette, parce que la dignité et l'autocontrôle ne peuvent pas être falsifiés, ils se ressentent. Cette étape enseigne aussi une leçon précieuse. Quand vous réapparaissez avec puissance, vous comprenez que le centre de votre vie n'est pas en elle, il est en vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui dépend d'une relation pour valider sa valeur. Vous êtes quelqu'un qui construit sa vie et qui, à partir de cette solidité, peut la partager. Et cela change complètement la dynamique. Vous n'êtes plus celui qui demande une place, vous êtes celui qui l'offre à partir de l'abondance de son caractère. Alors souvenez-vous, ne revenez pas en suppliant, revenez en inspirant. Ne réapparaissez pas à partir du manque, faites-le à partir de la plénitude. Parce que lorsque votre retour est basé sur le besoin, vous vous éteignez. Mais quand il émerge du pouvoir, vous brillez comme le soleil qui n'a jamais demandé la permission de sortir. Il est simplement sorti et a tout illuminé. 5. Fais de ton but ton plus grand attrait. Il y a des trains qui ne s'arrêtent pas à chaque gare, non pas parce qu'ils méprisent les paysages, mais parce qu'ils connaissent leur destination et ne sont pas prêts à dévier. C'est l'énergie que projette un homme avec un but, clarté, direction et fermeté. Le type d'énergie qui n'a pas besoin de crier ni de convaincre, car elle s'impose simplement en avançant. Beaucoup perdent l'intérêt d'une femme, non pas parce qu'ils ont changé physiquement, mais parce qu'ils ont cessé de se mouvoir avec un sens. Ils ont cessé de construire, de se défier, de grandir. Et quand un homme perd son cap, il perd aussi son magnétisme. Avoir un but ne signifie pas être occupé tout le temps, ni feindre la productivité. Cela signifie vivre avec intention, savoir pourquoi tu te lèves chaque matin et où tu diriges ton énergie. Lorsque tu es connecté à cette boussole interne, ta présence se ressent différemment. Tes silences pèsent plus, ton regard est plus ferme, tes actions parlent pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher la validation, car ta validation est déjà dans ce que tu construis.
et cela change la façon dont les autres te perçoivent. Le problème survient lorsque tu te dévies de ce chemin pour centrer ton monde sur elle. Quand ton bien-être commence à dépendre de si elle répond ou non, si elle approuve ou non, si elle te choisit ou non, le but se dissout et ce qui reste est l'anxiété. Tu cesses d'être celui qui était ferme et stable, et tu deviens quelqu'un qui vit au rythme de l'attention qu'il reçoit. Cela, bien que non dit à voix haute, se ressent. Et rien n'éteint plus rapidement l'attraction que la perte de direction. Revenir à ton but et revenir au terrain où tu te construis vraiment. C'est te reconnecter avec tes objectifs, tes défis, tes standards. Non pas comme une stratégie pour qu'elle te regarde à nouveau, mais comme une décision ferme de ne t'abandonner pour personne. Lorsque tu choisis de marcher vers ta vision sans besoin de spectateurs, cela se voit. Et ce qui se voit sans effort génère du respect. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible ou froid. Il s'agit d'être clair avec tes priorités. De comprendre que ton temps et ton énergie ont une valeur qui ne se négocie pas par peur de perdre. Parce que lorsque tu as une mission qui te pousse, le besoin disparaît. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. Tu partages ton chemin avec ceux qui sont à la hauteur. Et si elle l'est, elle le sentira. Si elle ne l'est pas, tu n'en as pas besoin. Au quotidien, te concentrer sur ton but signifie organiser ta journée autour de ce qui t'élargit. Il ne s'agit pas de prétendre être occupé, mais d'être vraiment engagé dans ton développement. Entraîner non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Apprendre quelque chose de nouveau. Te défier professionnellement. T'entourer de conversations qui t'élèvent. Arrêter de perdre du temps sur ce qui ne t'ajoute rien. Lorsque quelqu'un t'observe de l'extérieur et remarque ce changement, il comprend que quelque chose en toi est devenu plus solide. Peut-être qu'il ne le dit pas, peut-être qu'il le cache, mais il le ressent, parce qu'il y a une grande différence entre celui qui cherche à plaire et celui qui vit de son essence. Et cette essence ne peut pas être copiée, elle se construit. Fais de ton but ton plus grand attrait et tu n'auras plus besoin de stratégie vide pour attirer quelqu'un. Parce que celui qui a une direction ne se rabaisse jamais, ne se perd jamais, n'implore jamais. Il marche simplement, et dans cette marche, il génère le type de présence qui n'est pas oubliée. Tu ne le fais pas pour qu'elle revienne, tu le fais pour ne plus t'abandonner. C'est la véritable transformation. 6. Entoure-toi de personnes qui augmentent ta valeur. Un certain type de terre assèche même les graines les plus fortes, peu importe leur potentiel de floraison. Si l'environnement ne les nourrit pas, elles meurent avant de germer. Il en va de même pour la croissance d'un homme qui tente de se reconstruire après avoir perdu l'intérêt d'une femme. Tu peux appliquer le silence, retrouver ton but, travailler sur ton corps. Mais si tu t'entoures de personnes qui te poussent à stagner, qui renforcent ta version la plus faible, tous ces efforts commencent à s'éroder. Les environnements façonnent. Ce n'est pas immédiatement perceptible, mais avec le temps, tu absorbes ce que tu entends. Tu copies ce que tu vois, tu répètes ce qui t'entoure. Et si tu es entouré de personnes qui justifient la dépendance émotionnelle, qui te disent d'insister, qui te poussent à supplier ou qui te remplissent de conseils vides, déguisés en soutien, tu finis par croire que c'est la norme. Tu finis par perdre la vision, la force et la clarté. Le bruit devient si constant qu'il étouffe ton intuition. T'entourer de ceux qui augmentent ta valeur n'est pas une jolie phrase. C'est une nécessité pratique si tu veux vraiment sortir du cycle qui t'a fait perdre ton attrait. C'est chercher des personnes qui ne te consolent pas par pitié, mais qui te parlent avec vérité. Qui ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Des hommes qui te défient à être meilleur, des femmes qui respectent ton processus sans l'infantiliser, des amis qui n'applaudissent pas ta version nécessiteuse, mais qui te rappellent la fermeté que tu as déjà eue. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par le choix intentionnel de ceux avec qui tu partages ton temps. Tout le monde qui t'écoute ne t'aide pas. Toute compagnie n'est pas une compagnie saine. Certains liens sont maintenus par habitude, mais au fond, ils te maintiennent petit. Combien de fois as-tu partagé ta douleur avec quelqu'un qui a fini par renforcer ton victimisme au lieu de te pousser à te relever?
Combien de fois as-tu cherché des conseils et tu as fini plus confus à cause des opinions des autres sans direction? Construire un environnement de valeur nécessite des décisions claires. Peut-être devras-tu t'éloigner de ces espaces où tout tourne autour du drame, de la critique ou de la dépendance. Peut-être as-tu besoin de te rapprocher des endroits où l'on parle de but, de discipline, de croissance réelle. Tu n'as pas besoin de t'entourer de personnes parfaites, mais de personnes engagées. Des personnes qui ne se contentent pas de survivre émotionnellement, mais qui luttent pour vivre avec un sens. Lorsque tu commences à te déplacer dans des environnements comme ceux-ci, quelque chose en toi change. Tes normes s'élèvent. Ta façon de penser s'affine. Ton énergie se purifie. Et cela se reflète non seulement dans la façon dont tu te sens avec toi-même, mais aussi dans la façon dont les autres commencent à te voir. Une femme remarque quand un homme se reconstruit vraiment, et elle remarque aussi quand il le fait seulement en apparence. L'environnement qui t'entoure parle pour toi, même quand tu ne dis rien. Il ne s'agit pas d'impressionner avec le cercle social. Il s'agit d'arrêter de permettre que des voix petites définissent tes décisions. Arrêter de répéter des schémas d'immaturité simplement parce que les autres les normalisent. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais il est encore mieux de t'entourer de ceux qui vibrent haut, non pas par mode, mais par engagement envers leur évolution. La valeur que tu te donnes dépend aussi de ce que tu permets de t'entourer. Si tu es sur un terrain stérile, tu ne vas pas fleurir. Mais si tu te déplaces vers un environnement qui exige ta meilleure version, tu finiras par devenir cette version sans avoir besoin de le crier. Et de cet endroit, avec force, clarté et compagnie alignée, tu ne récupéreras pas seulement le respect, tu récupéreras aussi le pouvoir. 7. Démontre par des actes, pas par des mots. Les promesses sont comme de la fumée. Elles prennent forme pour un instant, mais disparaissent au moindre vent de la réalité. Combien de fois quelqu'un dit « J'ai changé, je ne suis plus le même ». Maintenant, je vais bien le faire, mais ces actes racontent une autre histoire. Et c'est que les mots, lorsqu'ils ne sont pas soutenus, non seulement perdent de la valeur, ils érodent la confiance. Dans le processus de reconquête de l'intérêt d'une femme, parler moins et démontrer plus n'est pas seulement une stratégie, c'est une nécessité. Parce que lorsqu'un homme commence à justifier, expliquer, promettre et répéter ce qu'il projette, c'est de l'anxiété, pas de la sécurité. Un changement authentique n'a pas besoin d'être annoncé, il se voit. Non pas par ce qui est dit, mais par ce qui est fait de manière constante. Et c'est là la différence entre quelqu'un qui veut impressionner et quelqu'un qui se transforme vraiment. Le premier cherche des réponses rapides, le second se concentre sur le maintien de ses actions jour après jour. Il est facile d'envoyer un message disant « tu me manques », mais il est plus difficile de se reconstruire vraiment. Il est facile d'écrire « j'ai mûri », mais il est plus complexe de le démontrer avec discipline, concentration et cohérence. Elle n'a pas besoin d'une autre conversation vide. Elle a besoin de voir que tu n'es plus le même. Que si avant tu étais perdu, maintenant tu es concentré. Que si avant tu avais besoin de son attention pour te sentir valide, maintenant tu as ton centre bien solide. Que si avant tu doutais de toi-même, maintenant tu prends des décisions sans trembler. Il n'est pas nécessaire que tu lui expliques quoi que ce soit, car lorsque les faits parlent, il n'y a plus de place pour te justifier. Ce point est une invitation directe à arrêter de parler par impulsion. Chaque fois que tu envoies un message, essayant de la convaincre qu'elle doit encore te regarder, tu érodes ta présence. Chaque fois que tu lui promets que tu vas changer, sans avoir construit quoi que ce soit en interne, tu renforces sa décision de s'être éloignée. Parce qu'elle ne s'est pas éloignée par hasard, elle s'est éloignée parce que quelque chose a cessé de lui inspirer confiance. Et retrouver cette confiance ne se fait pas avec des discours, elle se gagne avec des actes qui ne demandent pas d'attention, mais l'attirent. Commence à agir en silence, améliore ton physique, ton environnement, ton attitude. Laisse que quand elle te voit, ses yeux remarquent un changement que tu n'as jamais annoncé. Que tes résultats parlent pour toi, que ton énergie transmette la maturité, que ton regard reflète la clarté. C'est là le véritable message.
dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. En pratique, cela signifie agir de manière alignée avec la version de toi que tu veux construire. Si tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de fort, alors cultive une véritable force. Si tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de centré, alors sois cohérent. Si tu veux retrouver le respect, alors commence par te respecter. Pas avec de jolis mots, mais avec des choix fermes. Chaque action que tu prends est une déclaration silencieuse de qui tu es maintenant. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être constant. L'attraction ne revient pas par hasard, elle revient lorsque ta transformation est si claire qu'elle n'a pas besoin d'explication. Parce que ce qui ne peut être nié est respecté. Et quand il y a du respect, la perception change. N'attends pas qu'on te croie parce que tu le dis. Fais en sorte qu'on te croie parce qu'on le vit. Ne cherche pas à lui promettre un nouvel avenir, construis-le. Ne t'épuise pas à expliquer ce que tu vas faire, commence à le faire, parce que plus tu parles, moins tu as d'impact. Plus tu agis, plus tu construis un silence puissant. Et dans ce silence, tes actes commencent à faire la différence. Arrête de parler, commence à marcher, arrête d'insister, commence à être, parce qu'à la fin, le véritable changement ne s'entend pas, il se ressent. Et quand on le ressent, il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. 8. Récupère-toi, pas elle. Lorsqu'un bâtiment s'effondre, la première chose que l'on vérifie ne sont pas les fenêtres ni les ornements extérieurs, mais les fondations. Parce que si la base est endommagée, tout ce qui est construit dessus tombera à nouveau. C'est la métaphore la plus crue et la plus précise pour comprendre pourquoi il est erroné de rester obsédé par l'idée de la récupérer. Il ne s'agit pas de reconstruire la façade, il s'agit de refaire les fondations. Et ces fondations, c'est toi. Pendant le processus d'une perte émotionnelle, beaucoup d'hommes font la même erreur. Ils font de la femme leur but, leur axe, la solution à un vide qu'elle n'a ni causé ni peut combler. Et c'est là que toute force, toute clarté se perd. Parce que la véritable défaite n'était pas qu'elle soit partie, c'était que tu sois resté avec toi-même sans savoir qui tu étais déjà. Et cet oubli de soi est le début de tous les comportements qui te dégradent. Insister pour qu'elle revienne, comme si cela allait te rendre la paix, c'est continuer à nourrir le même schéma qui t'a conduit à la perdre. C'est essayer de guérir la fièvre sans traiter l'infection. Parce que même si elle revenait, s'il n'y a pas de reconstruction interne, si tu ne guéris pas, si tu ne reviens pas à toi, l'histoire se répète. Il n'y a pas de stabilité sans identité. Il n'y a pas d'attraction sans direction. Et surtout, il n'y a pas de respect de la part de quiconque si tu ne te respectes pas d'abord. Te récupérer implique de traverser un inconfort profond, mais nécessaire. Cela implique de te regarder sans fioriture, sans excuse, sans déguisement. Comprendre à quel moment tu es devenu quelqu'un qui suppliait, qui attendait, qui se justifiait, et non pas pour te juger, mais pour te réveiller. Parce que cette version n'est pas toi. C'est une distorsion née de la peur. Et ta tâche n'est pas de la cacher, c'est de la surmonter. Il ne s'agit pas de publier des phrases d'amour-propre, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de refaire ta structure interne, revenir à tes principes, à ta vision, à tes objectifs oubliés. Revenir à faire les choses qui te faisaient te sentir fort, non pas parce que quelqu'un les célébrait, mais parce qu'elles te connectaient à toi. Revenir à cultiver le physique, l'esprit, le caractère. Revenir à avoir une routine qui te soutient. T'entourer de voix qui ne te font pas pitié, mais qui te donnent une direction. Et surtout, arrêter de faire de sa présence le centre de ton univers. Elle n'est pas ta médecine. Elle n'est pas ton salut. Elle n'est pas ton destin. Elle n'est qu'une partie du chemin. Peut-être une partie importante, mais pas définitive. Et si tu arrives à comprendre cela, si tu arrêtes de courir après ce qui est déjà parti et que tu concentres ton énergie à revenir à ton centre, tu vas découvrir quelque chose que personne ne te dit. Que lorsque tu reviens à toi, tout ce qui doit être dans ta vie revient tout seul, sans effort, sans besoin, sans peur. Alors, ne te préoccupe pas de la faire te regarder à nouveau.
Préoccupe-toi de ne plus être le type qui s'est perdu pour plaire. Ne te concentre pas sur le fait qu'elle réponde ou non. Concentre-toi sur la construction d'une version de toi si solide que même son silence ne peut pas te déstabiliser. C'est ça, la véritable liberté. Récupère-toi. Parce que lorsque tu le feras, non seulement cela changera la façon dont tu te vois, mais cela changera aussi ce que tu permets, ce que tu attires et ce que tu décides. Et si jamais elle revient, qu'elle te trouve complet, sans trou déguisé en force, sans masque d'autosuffisance, qu'elle voit ce que tu as été capable de réaliser lorsque tu ne demandais plus d'amour, mais que tu te le donnais. Parce que lorsque cela se produit, tout change. Tu changes. Et cela, cette transformation réelle, vaut infiniment plus que n'importe quelle réconciliation superficielle. Souviens-toi en. Merci. Quand l'âme est sur le point de se transformer, tout se désordonne d'abord à l'intérieur. Elle ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Elle commence par un malaise silencieux, comme si quelque chose en toi commençait à se briser sans raison apparente. Tu continues ta vie, mais tu ne t'intègres plus. Les conversations t'épuisent, les environnements que tu tolérais auparavant t'irritent, et ce que tu voulais avant, tu ne le reconnais plus comme tien. Tu n'es pas en crise. Tu es en transition. La plupart le confondent avec la dépression, l'épuisement, la déconnexion. Mais en réalité, c'est une étape de purification. Le silence que tu ressens n'est pas le vide, c'est l'espace. La fatigue n'est pas la faiblesse, c'est le nettoyage. Tu lâches du poids mort, et ce qui semble être une chute est en réalité un élan vers l'intérieur. Tu descends dans les profondeurs de toi-même pour récupérer quelque chose que tu avais oublié, ton véritable pouvoir. Ce n'est pas une belle étape, elle ne fait pas bonne figure sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas être facilement expliquée aux autres, mais celui qui la traverse change pour toujours. Parce que juste avant une renaissance personnelle, on commence à mourir de l'intérieur, et personne ne le remarque. Tu t'isoles, non par fierté, mais parce que ton âme a besoin de silence pour crier. Tu arrêtes de parler, non parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que l'explication est une perte d'énergie. Ce message n'est pas pour ceux qui veulent se sentir mieux pendant un moment. Il est pour ceux qui ressentent déjà le tremblement sous leur peau, pour ceux qui savent que quelque chose se brise, mais qui pressentent que cette rupture apporte la vérité. Si tu ressens cela, reste, parce que tu es au bord de ta nouvelle vie, et ces signes que tu es sur le point de connaître ne sont pas la fin, ils sont le début du réveil le plus fort que tu aies jamais eu. Tu ne perds pas la tête. Tu laisses derrière toi la version faible dont tu n'as plus besoin. Et oui, ce processus fait mal, mais la douleur n'est pas une punition, c'est le prix de l'évolution. 1. Tu commences à t'éloigner de tout sans donner d'explication. Comme un serpent qui se cache avant de muer, tu commences à disparaître. Ce n'est pas quelque chose que tu planifies ou expliques. Cela arrive simplement. Tu t'éloignes, tu te replies. Les gens le remarquent, posent des questions, s'inquiètent, mais tu ne sais pas comment le mettre en mots, parce que tu ne comprends pas tout à fait ce qui se passe. Tu sais juste que tu as besoin d'être seul, que les voix extérieures ne te servent plus, que le bruit du monde te dérange maintenant comme si chaque conversation forcée était un bourdonnement insupportable dans ton esprit. Tu ne te rends pas, tu te replies pour prendre de l'élan. Tu t'éloignes non pas pour fuir, mais pour te protéger de tout ce qui n'a plus de sens. Cet éloignement n'est pas de la lâcheté, c'est de l'instinct. C'est de l'intelligence émotionnelle qui commence à émerger. Tu commences à filtrer ce qui entre dans ta vie et ce qui ne mérite plus ton énergie. Le besoin de plaire s'estompe. Tu ne réponds plus à chaque message, tu ne donnes plus d'explications inutiles, tu ne justifies plus ton silence. Et cela, dans un monde obsédé par la connexion superficielle, est une déclaration d'indépendance. C'est le début d'un nouveau niveau de conscience. Parce que celui qui ose rester seul avec lui-même commence à voir clairement ce que les autres ne voient pas. Le plus curieux de cette étape est que beaucoup vont te juger. Ils diront que tu es devenu froid, distant, arrogant. Mais ils ne savent pas ce que tu construis dans l'ombre. Ils ne savent pas que ton âme fait le ménage, que tu te vides pour te remplir à nouveau de ce qui compte vraiment.
Cet éloignement est ton sanctuaire. Ne le sabote pas en revenant à ce qui t'épuise. Ne brise pas ton processus juste pour plaire à ceux qui ne comprennent pas ton évolution. Parce que celui qui te valorise vraiment respectera ton silence et attendra ton retour sans exiger d'explication. Quand tu commences à t'éloigner, tu te rends compte de quelque chose de brutal. Beaucoup de personnes étaient avec toi par habitude, pas par connexion. Tu commences à voir les dynamiques que tu tolérais avant et que tu ne peux plus soutenir maintenant. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser qui était là pour toi et qui était là seulement pour ce que tu donnais. Mais cette douleur est nécessaire. Parce que dans ce processus, tu découvres aussi qui tu veux vraiment près de toi. Et plus important encore, tu découvres que tu peux être avec toi-même sans te sentir seul. Tu deviens ton propre refuge. Tout au long de l'histoire, les grands changements ont commencé en solitude. Le guerrier se prépare en silence. Le sage médite loin du tumulte. Celui qui transforme sa vie ne l'annonce pas, il le fait en secret. Cet éloignement que tu vis est exactement cela. Un signe clair que quelque chose en toi se réveille. Et même si tu ne le comprends pas tout à fait aujourd'hui, plus tard tu regarderas en arrière et tu verras que ce silence était la graine de ta nouvelle identité. N'explique pas ton processus à ceux qui n'ont pas la capacité de le comprendre. Ne demande pas la permission de changer. Ne mets pas de mots sur quelque chose qui se ressent seulement. Tu t'éloignes parce que ton âme en a besoin. Tu te déconnectes du bruit pour te reconnecter à toi-même. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est l'acte le plus courageux que tu pourrais faire. 2. Tu ressens un malaise interne avec ce que tu tolérais auparavant. Il y a des bâtiments anciens qui restent debout pendant des décennies jusqu'à ce qu'une minuscule fissure apparaisse à la base. Elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas un effondrement immédiat, mais elle change tout. Cette fissure est le signe que la structure ne résiste plus à ce qu'elle supportait auparavant. Il en va de même pour toi. Il y a des choses que tu supportais pendant des années sans te plaindre, mais soudain, tu ne peux plus. Cette personne que tu écoutais patiemment avant te fatigue maintenant. Ce travail que tu défendais avec fierté commence à te sembler une prison. Cette routine que tu répétais chaque jour commence à te donner la nausée. Et même s'il n'y a pas de raison claire, tu le sens fortement dans ta poitrine. C'est inconfortable, mais c'est vrai. Tu n'exagères pas. Ce malaise interne n'est pas un caprice émotionnel. C'est une alarme. C'est ton âme qui te crie que quelque chose ne va plus, que ta croissance ne rentre plus dans le moule ancien. Et le plus fort, c'est que tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux essayer de faire semblant, de sourire, de continuer avec la même vie qu'avant. Mais quelque chose en toi ne coopère plus. Il te trahit. Il te pousse à te rebeller. Ce malaise est le symptôme exact que tu es en train de te réveiller. Quand tu es sur le point de te transformer, tu commences à te sentir mal à l'aise dans des endroits où tu te sentais chez toi auparavant. Non pas parce que ces lieux ont changé, mais parce que tu l'as fait. Tes valeurs, tes priorités, ta vision du monde sont en train de se renouveler. Et cette mise à jour interne rend l'ancien insupportable. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est de l'évolution. Celui qui change à l'intérieur brise inévitablement à l'extérieur. Ce point est l'un des plus durs à accepter, parce que le malaise te force à prendre en charge. Tu ne peux plus continuer à blâmer l'environnement. Tu ne peux plus espérer que les choses se règlent d'elles-mêmes. Tu sais que si tu restes où tu es, tu t'éteins. Et même si tu ne sais pas clairement où te déplacer, tu sais que rester est te trahir. C'est la véritable crise. Quand l'ancien fait mal, mais le nouveau n'a pas encore de forme. Mais c'est justement là, dans ce vide inconfortable, que naît la transformation la plus honnête. La culpabilité peut aussi apparaître, pour avoir laissé derrière toi des personnes, des lieux ou des habitudes que tu as aimées. Mais cette culpabilité fait partie du deuil. Tu ne méprises pas ton passé, tu reconnais qu'il ne te représente plus. Et il ne s'agit pas de brûler des ponts par colère, mais de lâcher avec respect ce qui a déjà accompli son cycle. Tu abandonnes le confort pour l'authenticité. Tu dis assez, même si tu n'as pas un après défini.
ce n'est pas de la faiblesse, c'est du caractère. La chose la plus sage que tu peux faire quand tu ressens ce malaise est de ne pas le nier. Écoute-le, observe-le. Demande-toi quelle partie de toi demande de l'espace. Quel aspect de ta vie est devenu trop petit pour ce que tu commences à être, parce que l'ignorer ne fait que prolonger la souffrance. En revanche, lui prêter attention est un acte d'honnêteté envers toi-même. La croissance fait mal, non pas à cause de ce qui vient, mais à cause de ce qui est laissé derrière. Mais personne ne se réveille en paix. Tout véritable éveil commence par un malaise. C'est le premier symptôme que ton âme lutte pour se libérer. Alors, si aujourd'hui tout te dérange, ne le prends pas comme une malédiction. Prends-le comme un signe. Tu es en train de briser l'ancienne structure. Et cette fissure en toi, bien qu'ennuyeuse, est le début d'une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. 3. Tu perds l'intérêt à impressionner les autres. Les feux d'artifice éblouissent pendant quelques secondes, mais disparaissent tout aussi rapidement. Ils illuminent le ciel avec fracas, avec des couleurs, avec une attention garantie. Mais ensuite, tout retourne à l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne le besoin d'impressionner, bruyant, éphémère et vide. Pendant longtemps, tu as été comme ces feux d'artifice, cherchant à briller pour que les autres te voient, t'efforçant de plaire, d'être accepté, de t'intégrer. Mais maintenant, quelque chose en toi a changé. Tu n'es plus intéressé à faire une impression, à être applaudi, ou même à être compris. Tu es fatigué de jouer pour un public qui ne connaît même pas toute ton histoire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la fatigue, de réaliser que prétendre coûte trop cher et n'offre rien de réel en retour. Tu ne veux plus t'habiller pour impressionner, parler pour plaire, sourire pour éviter les conflits. Maintenant, tu veux la paix, pas l'approbation. Et pour la première fois, tu commences à être toi-même sans t'excuser pour cela. C'est un renoncement silencieux à tout ce qui est artificiel. Tu arrêtes de compétitionner, de te comparer, de prouver, parce que tu comprends que celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin de le crier. Ce changement est puissant et aussi inconfortable, parce que tu te rends compte combien de tes décisions étaient contaminées par le regard des autres. Quels vêtements tu portais, quels mots tu disais, quels rêves tu poursuivais. Tout dans l'intention d'être accepté. Mais plus maintenant. Maintenant, tu priorises ce qui te donne du sens, pas ce qui donne des likes, et cela dérange. Ceux qui te connaissaient avec le masque sont mal à l'aise de te voir sans lui. Ils diront que tu as changé, et ils auront raison. C'est à ce moment que tu commences à prendre des décisions à partir d'un autre endroit. Tu ne choisis plus en fonction de ce que tu espères que les autres pensent de toi, mais en fonction de ce dont tu as besoin pour te sentir en paix. Et dans ce processus, beaucoup de gens se perdent, parce qu'il y a des relations qui n'existaient que tant que tu t'efforçais de maintenir une image. Quand tu arrêtes de jouer, beaucoup disparaissent, mais d'autres arrivent aussi. Des gens qui se connectent à ta vérité, pas à ton personnage. La perte d'intérêt à impressionner ne te rend pas invisible. Elle te rend libre, parce que tu découvres que le respect le plus solide est celui qui naît d'être cohérent avec toi-même, pas celui qui s'achète avec de belles paroles. Tu commences à valoriser davantage ta tranquillité que l'admiration des autres. Et cela change tout. Tu te déplaces différemment, tu parles différemment, tu choisis avec fermeté, non par orgueil, mais parce que tu apprends à prioriser ton authenticité. Pendant cette étape, il est normal de ressentir un vide, parce que si tu n'es plus ce que tu prétendais être, qui es-tu alors? C'est un processus lent, mais nécessaire. Te découvrir sans ornement, sans exagération, sans filtre. Découvrir que tu peux être intéressant sans essayer de plaire, que tu peux avoir de la valeur sans avoir à le prouver. C'est l'un des signes les plus clairs que tu es vraiment en train de changer. Cesser d'impressionner, c'est cesser de jouer. Et c'est l'un des actes les plus courageux que tu peux faire dans une société qui te récompense pour paraître. C'est lâcher la scène, éteindre les projecteurs et t'asseoir avec toi-même sans public. C'est là que commence la véritable transformation. Parce que celui qui ose s'aimer lui-même, même si personne ne l'applaudit, a gagné une bataille que peu connaissent, celle de l'authenticité sans condition. 4. Ton esprit commence à filtrer le chaos avec plus de calme.
Lorsqu'une rivière est agitée, on ne peut pas voir le fond. Mais si tu attends assez longtemps, si tu laisses l'eau se calmer, ce qui était auparavant trouble devient transparent. Il en va de même avec ton esprit lorsque tu entres dans une transformation profonde. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cries plus par impulsion. Tu ne pleures plus pour la première chose qui fait mal. Tu ne cours plus chaque fois que quelque chose se brise. Tu commences à observer, à respirer, à répondre depuis un lieu plus mature, plus centré. Ce n'est pas que le chaos a disparu, c'est que tu as appris à ne pas lui donner le contrôle. Et ce calme n'est pas un hasard, c'est une conséquence. C'est le résultat de t'être brisé de nombreuses fois, d'avoir crié en silence, d'avoir souffert dans l'ombre. Chaque moment de douleur t'a formé sans que tu t'en rendes compte. Chaque déception, chaque trahison, chaque perte, tout a appris à ne plus perdre la tête pour ce qui ne dépend pas de toi. Et maintenant, lorsque les tempêtes apparaissent, tu ne cours pas, tu ne te bats pas, tu ne supplies pas. Tu attends, et dans cette attente, tu te renforces. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que tout ne mérite pas une réaction, que tout le monde ne mérite pas une explication, que tous les conflits n'ont pas besoin que tu t'épuises. Lorsque tu commences à filtrer le chaos, tu comprends qu'il y a des batailles qui n'existent que si tu décides d'y participer. Et tu décides de ne pas le faire, non par peur, mais par sagesse. Tu as réalisé que ta paix n'a pas de prix et que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de te contrôler toi-même. Ce calme déconcerte ceux qui te connaissaient différemment. Ceux qui étaient habitués à te voir exploser sont maintenant confus par ta sérénité. Ils te provoquent, te défient, te jugent pour ton silence. Mais tu sais que le véritable changement ne se crie pas, il se démontre. Et rester ferme quand tout bouge est un signe que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. L'esprit qui te trahissait auparavant commence maintenant à t'obéir. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le gouverner. Tu reconnais la colère, mais tu ne la laisses pas décider. Tu ressens la tristesse, mais elle ne t'entraîne pas. La peur te visite, mais elle ne te paralyse pas. Tu as cessé d'être l'esclave de tes pensées, parce que tu as commencé à les remettre en question, à les observer sans te laisser entraîner par elles. Cette distance intérieure que tu n'avais pas auparavant est ce qui te permet aujourd'hui de rester calme, même au milieu des cris des autres. Et dans ce calme naît une nouvelle clarté. Tu commences à voir des intentions cachées, à détecter la manipulation déguisée en affection, à comprendre des schémas qui te confondaient auparavant. Le bruit baisse et l'intuition monte. Tu n'as plus besoin de tant de conseils extérieurs. Tu commences à faire plus confiance à ce que tu perçois, à ce que tu sais. Parce que tu t'es écouté en silence, sans distraction, sans fioriture. Filtrer le chaos ne signifie pas que la vie devient plus facile. Cela signifie que tu deviens plus fort. Et cette force tranquille, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne cherche pas la validation, est ce qui marque le début de ta nouvelle étape. Une étape où tu ne vis plus en éteignant des feux, mais en construisant depuis le centre. Parce que celui qui apprend à calmer son esprit ne vit plus en fuyant le monde, il vit en choisissant comment l'affronter. Et cela, même si cela ne fait pas de bruit, est l'un des signes les plus puissants d'évolution privilégiée. 5. Tu remarques que tu es en train de dire adieu à d'anciennes versions de toi-même. Il existe des arbres qui, à certaines saisons, laissent tomber leurs feuilles sans que personne ne les touche. Ils ne le font pas parce qu'ils sont malades. Ils le font parce qu'ils savent que cette partie a terminé son cycle. Ils ne résistent pas. Ils ne luttent pas. Ils laissent simplement aller. Et il commence à se passer la même chose en toi. Tu te rends compte qu'il y a des attitudes, des pensées et des versions passées de toi-même qui n'ont plus de place dans ce que tu commences à être. Tu ne l'as pas prévu, mais tu le sens. C'est un adieu interne, silencieux, sans applaudissements ni rituel. Tu dis adieu à cette partie de toi qui avait l'habitude de tout supporter, à celle qui évitait les conflits à tout prix, à celle qui prétendait aller bien quand ce n'était pas le cas. Et tu ne le fais pas par haine,
Tu le fais par gratitude. Se souvenir de qui tu étais peut faire mal, mais il serait encore plus douloureux de t'obliger à rester cette personne simplement parce que les autres s'y sont habitués. À ce stade du processus, tu commences à rompre des pactes que tu as faits avec toi-même par peur, des pactes qui disaient « ne dérange pas, ne te distingue pas, ne te mets pas en premier ». Et en les rompant, tu te sens étrange, voire coupable. Mais tu te sens aussi libéré, parce que tu sais que pour avancer, il faut arrêter de porter qui tu n'es plus. Souvent, ces anciennes versions de toi-même n'étaient pas mauvaises, elles étaient simplement nécessaires. Tu as survécu avec elles. Tu t'es défendu avec elles. Tu as accompli des choses importantes, mais maintenant, elles gênent. Ce sont des vêtements qui ne te vont plus. Et même si tu essaies de les ajuster, on voit bien que ce n'est pas toi. Rester dans ces habitudes serait comme essayer d'entrer dans un endroit où tu n'appartiens plus simplement parce que tu t'y sentais à l'aise à un moment donné. Il y a des pensées qui s'éteignent, des envies que tu n'as plus, des façons de réagir qui n'apparaissent plus. Et cela déconcerte au début, parce que tu ne laisses pas seulement des choses externes, tu lâches des parties de toi qui ont défini ton identité pendant des années. Mais voici ce qui est important, tu ne te perds pas. Tu te retrouves. Et même s'il y a une sorte de deuil interne, c'est un deuil qui ouvre l'espace pour une version plus intégrale, plus réelle, plus alignée avec toi. Le plus difficile à ce stade est que cela ne se voit pas à l'œil nu. Les gens ne voient pas ce que tu lâches à l'intérieur. Tu continues à aller au même travail, à croiser les mêmes personnes, à dormir dans la même maison. Mais tu sais qu'un changement profond est en cours, parce que tu ne te parles plus de la même manière, tu ne te traites plus durement, tu ne t'abandonnes plus pour t'adapter, tu commences à t'écouter avec plus de respect, à choisir avec plus de conscience, et cela marque le début d'un nouveau type de relation avec toi-même. Ta narration interne commence aussi à changer. Tu arrêtes de dire « c'est comme ça que je suis » pour commencer à dire « c'est comme ça que j'étais ». Tu te permets d'évoluer sans craindre de paraître incohérent. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de contradiction à changer, seulement de la croissance. Celui qui ne change pas est celui qui reste coincé dans l'image que les autres ont de lui. Et tu n'es plus prêt à vivre pour maintenir une image. Tu es prêt à vivre pour te sentir en paix. Quand tu dis adieu à d'anciennes versions de toi-même, tu ne sais pas exactement qui tu seras après. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de continuer à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Parce que cet espace vide qui reste n'est pas de la solitude, c'est un terrain fertile. C'est là que naîtra la nouveauté, et même si elle n'a pas encore de forme, elle se sent plus authentique que tout ce que tu as été auparavant. Parce qu'elle vient de toi, pas de ce que le monde attend. Et cela, même si c'est difficile, vaut chaque étape du processus. Même si c'est difficile. 6. Augmente ta résistance émotionnelle face à l'incertitude. Les marins expérimentés ne maudissent pas la tempête, ils ajustent simplement les voiles, parce qu'ils comprennent que la mer ne promet jamais le calme, seulement le mouvement. C'est ainsi que commence à se transformer ta relation avec l'incertitude lorsque tu traverses un changement profond. Avant, l'incertitude te noyait, te volait ton sommeil, te faisait courir à la recherche de réponses immédiates. Maintenant, non. Maintenant, tu apprends à être au milieu de l'inconnu sans désespérer. Tu ne te brises plus à chaque silence, tu n'exiges plus de garanties. Tu deviens fort dans l'incertitude. Et c'est l'un des signes les plus silencieux, mais les plus puissants de véritable transformation. La plupart des gens ont besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Ils s'accrochent à des routines, à des étiquettes, à des plans qui leur donnent l'illusion de stabilité. Mais tu commences à vivre différemment. Tu te rends compte que la sécurité absolue n'existe pas. Qu'attendre que tout soit clair pour agir est une forme déguisée de paralysie. Tu apprends à bouger sans avoir la carte complète, à faire des pas sans promesse, à faire confiance à ta direction même si le chemin semble flou. Cela demande du courage, mais aussi de la conscience. La résistance émotionnelle ne signifie pas froideur, elle signifie force. C'est la capacité de ressentir la peur sans laisser cette peur t'arrêter. C'est savoir que quelque chose peut mal tourner, mais continuer malgré tout. C'est marcher
en sachant que tu peux tomber, mais avec la certitude que tu sauras te relever. Tu ne réagis plus avec désespoir. Maintenant tu analyses, tu respires, tu penses. Tu comprends que la vie n'est pas conçue pour te donner des certitudes, mais pour t'entraîner à l'adaptation. Et tu commences à maîtriser cet art. À ce stade, tu arrêtes de chercher la validation dans le futur. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas pour être en paix. Parce que la paix ne vient plus du résultat, elle vient de ton attitude. Et c'est un changement radical. C'est la transition de l'anxiété à la présence, de l'attente à l'engagement dans l'instant. Ton esprit cesse de courir vers le « qu'est-ce qui va se passer ?» et commence à se concentrer sur « qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» Et ce changement interne te rend immensément fort. Résister à l'incertitude ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir tout sans te laisser consumer. C'est accepter que la douleur peut te toucher mais ne pas t'entraîner, que la confusion peut t'accompagner mais ne pas te définir. Tu commences à reconnaître que chaque moment d'obscurité apporte une leçon, que chaque vide est un espace en attente d'être rempli par quelque chose de nouveau. Et cela change ta façon de te rapporter à la vie, parce que tu arrêtes d'attendre que tout s'emboîte et tu commences à construire à partir de là où tu es. Tu découvres aussi quelque chose de plus profond, que souvent l'incertitude était nécessaire pour que tu lâches ce que tu n'aurais jamais lâché de ton plein gré. Que le chaos t'a amené à découvrir des parties de toi qui étaient endormies, que sans perdre le cap, tu n'aurais jamais créé ton propre chemin. Cette compréhension ne vient pas des livres ni des conseils. Augmenter ta résistance émotionnelle face à l'incertitude ne te rend pas moins humain, elle te rend plus sage, parce que pendant que d'autres sont paralysés par l'ignorance, tu avances. Pendant que d'autres attendent des signes, tu choisis. Pendant que d'autres se perdent dans le doute, tu te maintiens. Et ce n'est pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu n'as plus besoin de toutes les avoir pour continuer. Ce calme actif qui commence à naître en toi est la preuve que tu es prêt pour ce qui vient, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Et cela, en soi, est déjà une victoire. 7. Ton environnement commence à se replier silencieusement. Lorsque le soleil commence à se coucher, il ne fait pas de bruit. Mais petit à petit, le paysage change. Les ombres s'allongent, le vent baisse, les oiseaux se cachent. Tout se transforme en silence. De la même manière, ton environnement commence à changer lorsque tu traverses une transformation profonde. Sans grande discussion, sans drames évidents, sans rupture scandaleuse. Certaines personnes s'éloignent, certaines invitations cessent d'arriver. Certains espaces ne t'appellent plus. Au début, ça fait mal, parce que tu l'interprètes comme un rejet, comme une perte. Mais si tu observes attentivement, tu te rendras compte que ce n'est pas le monde qui s'éloigne de toi, c'est la vie qui réorganise ce qui ne s'additionne plus. Quand tu changes, tout autour de toi commence à se réajuster. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que ta vibration ne correspond plus à certains endroits. Ce que tu tolérais avant te semble maintenant toxique. Ce que tu cherchais avant te semble maintenant vide. Et le plus curieux, c'est que tu ne fais rien d'explicite pour provoquer ce repli. Cela se produit simplement. Ton silence dérange, ta clarté fait peur, ta croissance dérange ceux qui vivent dans la stagnation. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à purifier ton environnement sans que tu aies à lever le petit doigt. Cela peut ressembler à de l'abandon, mais ce n'est pas le cas, c'est du nettoyage, c'est de l'espace nécessaire. Ce qui semblait être de la solidité n'était que de l'habitude. Ce qui semblait être de l'amitié était de l'attachement. Ce qui semblait être de la compagnie était de la distraction. Lorsque tu deviens une version plus consciente de toi-même, tout ce qui était basé sur des illusions commence à s'effondrer. Et cela, bien que cela soit inconfortable, est une bénédiction déguisée. Parce que tu commences enfin à marcher sans le poids des fausses connexions. Parfois, tu ne le vois pas venir. Des personnes qui juraient être là pour toujours disparaissent soudainement. Des groupes où tu te sentais auparavant partie intégrante ne t'accueillent plus de la même manière. Des voix que tu admirais auparavant te semblent maintenant vides.
Et cette transition est dure, car elle te laisse dans une sorte de vide relationnel. Mais ce vide est fertile. C'est l'espace où commenceront à arriver des personnes qui se connectent vraiment avec ton essence, pas avec l'image que tu soutenais auparavant. Et pour que cela se produise, il faut d'abord que ce qui ne vibre plus avec toi s'en aille. L'important à ce stade est de ne pas le prendre personnellement, ne pas chercher de coupable, ne pas forcer les choses à revenir comme avant. Parce que si elles s'éloignent, c'est pour une raison. Et si toi-même tu perds de l'intérêt à maintenir certaines connexions, c'est aussi pour une raison. Ton énergie est en train de changer. Et ce qui est aligné avec toi trouvera un moyen de rester. Le reste se dissoudra simplement. Sans cri, sans scène, sans besoin d'explication. C'est ici que beaucoup de personnes échouent dans leur processus de transformation. Parce qu'en se sentant seules, elles retournent à ce qui les épuisait pour ne pas ressentir le vide. Mais ce vide est nécessaire. C'est l'espace entre une étape qui s'est terminée et une autre qui n'a pas encore commencé. C'est la pause sacrée entre qui tu étais et qui tu es sur le point de devenir. Ne le remplis pas avec urgence. Soutiens le silence. Apprends à l'habiter. Parce qu'à l'intérieur de lui, ton âme se réorganise. Si aujourd'hui tu remarques que ton environnement se replie, ne panique pas, observe, respire, fais confiance. Tu es en train d'être filtré. Tu es en train d'être préparé pour recevoir ce dont tu as vraiment besoin. Et même si tu ne le vois pas maintenant, plus tard tu comprendras que ce silence autour de toi n'était pas de la solitude, c'était de la protection. Tu arrêtes d'appartenir là où tu te perdais auparavant. Et cela, bien que cela fasse mal, est un grand pas vers ton authenticité. 8. Tu ressens une force interne inexplicable qui te pousse à continuer. Le volcan ne demande pas la permission pour s'activer. Pendant des années, il semble endormi, inoffensif, silencieux. Mais sous la surface, quelque chose est en train de se préparer. Personne ne le voit, personne ne l'entend, mais lui le sait. Il sait qu'il n'est pas mort, il est juste en préparation. Et quand vient le moment, il se réveille. C'est ainsi que commence à se sentir cette force interne lorsque tu es sur le point de franchir un seuil personnel. Personne ne le remarque. Ta vie extérieure reste la même, tes routines ne changent pas beaucoup. Mais tu ressens quelque chose de nouveau, une sorte d'énergie qui te soulève même quand tu n'as plus de raison claire de le faire. Il ne s'agit pas de motivation. La motivation va et vient. C'est différent. C'est une sorte de feu silencieux qui ne demande pas d'explication. Il te pousse, simplement. Quand tout semble stagner, cette force interne te fait te lever. Quand le monde te déçoit, cette énergie te murmure de ne pas t'arrêter. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu ne peux pas l'ignorer non plus. Beaucoup la confondent avec l'obstination. Mais ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'obstination, c'est de l'instinct. C'est ton âme qui te dit de continuer, même si tu es épuisé, même si tu n'as pas de certitude, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Quelque chose en toi continue de croire, et ce quelque chose est la chose la plus pure que tu possèdes. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est de la conviction interne. C'est la certitude que tu n'es pas allé aussi loin juste pour abandonner maintenant. Pendant un processus de transformation réelle, cette force apparaît juste quand tu en as le plus besoin. Elle ne se manifeste pas comme une explosion, mais comme une présence constante. Parfois c'est une idée que tu ne peux pas lâcher, parfois c'est une sensation physique. Parfois c'est le simple fait que, malgré tout, tu continues d'avancer. Et c'est ce qui te distingue. Ce n'est pas que tout soit facile, c'est que tu n'as plus besoin que ce soit le cas pour continuer. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, où rien n'aura de sens, où personne ne comprendra ce que tu traverses. Mais même là, cette force persiste, et bien qu'elle ne crie pas, bien qu'elle ne console pas, elle ne te laisse pas tomber. Parce que maintenant tu es connecté à quelque chose de plus profond que la logique, de plus solide que l'émotion. Tu es connecté à toi-même. Et cette connexion, une fois activée, ne disparaît pas. Elle devient ton ancre, ton centre, ta raison silencieuse. Tu remarqueras aussi que cette force te rend plus sélectif.
Tu ne gaspilles plus ton énergie à discuter avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'expliques plus ton processus à ceux qui cherchent seulement à donner leur avis. Tu ne cours plus après ce qui te manque, parce que cette énergie ne se négocie pas, elle se protège. Et tu as appris à la garder, à la nourrir, à lui faire confiance même quand tout le reste échoue. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maturité émotionnelle. À ce stade, tu n'as pas besoin que tout ait un sens pour continuer. Tu sais que tu es là où tu dois être, même si le chemin est encore incertain. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui se forme, même si tu ne peux pas encore le voir clairement. Et tu fais confiance, non pas par naïveté, mais par expérience. Parce que tu as déjà vécu ce que c'est de continuer éteint, et maintenant que cette force s'est réveillée, tu n'es pas prêt à revenir en arrière. Cette force interne qui te pousse aujourd'hui ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de tout ce que tu as surmonté en silence, de tout ce que tu as perdu sans abandonner, de tout ce que tu as guéri sans que personne ne le voie. Tu n'as pas besoin de la comprendre pour en profiter, tu as juste besoin de continuer à marcher. Parce que c'est le signe le plus clair de tous. Quand tu sens que tu ne peux pas t'arrêter, même si tu ne sais pas pourquoi, c'est parce que tu es plus proche de ce que tu imagines. Et celui qui arrive là ne revient pas. Il se transforme et il avance. Pense à un volcan qui se réveille soudainement, projetant du feu, de la fumée et des cendres partout. C'est ainsi que se déroulent de nombreuses discussions. Elles éclatent sans prévenir et cherchent à t'entraîner dans leur fureur. Mais observe maintenant une montagne qui reste intacte face à l'éruption, solide, ferme, sans se laisser ébranler par la violence environnante. Cette montagne, c'est toi lorsque tu décides de ne pas perdre ton calme face aux attaques verbales. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais de montrer que ta voix sereine a plus de poids que n'importe quel cri. Dans chaque confrontation verbale, il y a toujours un piège caché. Croire que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. Mais la réalité est autre. Celui qui contrôle son ton, celui qui mesure ses mots, celui qui sait quand se taire et quand répondre, c'est celui qui a vraiment le contrôle. Et quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des insultes ou des sarcasmes, ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur son terrain, de te faire perdre ta sérénité. Si tu tombes, tu as déjà perdu. Si tu résistes intelligemment, la victoire est à toi. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Le triomphe n'est pas d'humilier l'autre, c'est de ne laisser personne voler ta paix. C'est pourquoi, ici, tu apprendras à utiliser des phrases courtes, percutantes, qui semblent simples, mais qui frappent plus fort que n'importe quelle discussion longue et bruyante. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à blesser, mais à établir des limites claires et à faire respecter ton espace sans pousser un seul cri. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu trouveras ici ne sont pas des conseils vides, mais des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, ou avec n'importe qui essaye de te manipuler ou de te faire perdre le contrôle. Ici, tu découvriras que le silence est aussi une réponse, que ton attitude et ton regard peuvent en dire plus que 1000 mots et que la sérénité bien maintenue peut te rendre impossible à briser. Ce scénario est un entraînement pour ton caractère, pour que tu cesses d'être la proie du feu des autres et que tu deviennes la montagne solide que personne ne parvient à renverser. 1. Je n'ai pas besoin de me précipiter, je répondrai calmement. Un éclair illumine le ciel pour un instant, génère du bruit et effraie tout le monde, mais disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Le tonnerre peut être fort, mais il n'a pas de consistance. Le calme, en revanche, est comme un lever de soleil qui arrive lentement, fermement, inévitablement, et qui finit par s'imposer sur n'importe quelle obscurité. C'est ainsi que se présente ta réponse lorsque tu choisis de ne pas te précipiter, brève, ferme et sereine. Elle ne cherche pas à éblouir ni à intimider, elle met simplement les choses à leur place. L'erreur la plus courante dans une discussion est de réagir au même rythme que l'attaque. On te lance des mots durs et ta première réaction est de les renvoyer sans réfléchir. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es un reflet de l'autre. Tu es tombé dans son jeu.
La clé est de comprendre que chaque seconde de pause avant de répondre est un acte de pouvoir. Cette pause est ce qui transforme ta réponse en quelque chose qui désarme plutôt qu'en quelque chose qui alimente le conflit. Celui qui t'attaque cherche la vitesse. Il veut t'entraîner sur un terrain où la colère règne. Il sait que si tu réponds immédiatement, tu succomberas à l'impulsion et tu t'affaibliras. Mais lorsque tu choisis de freiner, de respirer et de répondre calmement, tu brises le scénario. Ils attendaient du feu et trouvent de l'eau. Ils attendaient un cri et reçoivent un murmure ferme. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur est déstabilisé, car ta sérénité est un miroir qui lui rappelle le ridicule de son exaltation. Répondre calmement ne signifie pas ne pas répondre. Cela ne signifie pas baisser la tête ni rester silencieux par peur. Cela signifie choisir des phrases courtes qui ferment la porte à la confrontation inutile, mais qui définissent clairement ta limite. Des exemples simples. Je parlerai quand on pourra le faire avec respect, ton opinion est la tienne, je garde la mienne, je n'ai pas besoin de crier pour que tu me comprennes. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à gagner, mais à reprendre le contrôle de la situation. Fais-en une habitude dans la vie quotidienne. Au travail, lorsque quelqu'un te met la pression avec des commentaires sarcastiques, réponds calmement. Si tu veux que nous parlions, faisons-le avec respect. Dans ta famille, si une dispute éclate où tout le monde élève la voix, sois celui qui dit lentement « Je préfère attendre que nous puissions nous écouter sans crier ». Dans la rue, si quelqu'un cherche à te provoquer, un simple « Je ne vais pas discuter de ça » suffit. Chacune de ces phrases est comme un mur qui protège ta paix et en même temps montre que tu n'es pas quelqu'un de manipulable. Le calme soutenu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il se travaille. Commence par les petites choses, quand quelqu'un interrompt ton opinion, quand un inconnu te répond avec rudesse, quand les réseaux sociaux se remplissent de commentaires agressifs. Au lieu de réagir avec la même énergie, pratique la respiration, l'observation et donne une réponse claire mais sans précipitation. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ce muscle interne que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et il avait raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui répond immédiatement montre qu'il dépend de l'autre pour agir. Cette personne montre clairement que personne ne contrôle son état émotionnel. Imagine quelqu'un qui essaie de t'humilier en public, attendant ta réaction. Si tu succombes à la précipitation, tu valides son attaque. Mais si tu prends une seconde et dis calmement « Ce que tu penses de moi ne change pas ce que je suis », la situation change complètement. Non seulement tu te protèges, mais tu poses aussi une limite et tu projettes du respect. Ce type de réponse ne cherche pas à détruire, il cherche à démontrer l'indépendance. 2. Ma voix sereine a plus de poids que les cris. Des coups forts sur une table peuvent impressionner au début, mais ce bruit disparaît en quelques secondes et ne laisse rien de plus qu'un silence gênant. En revanche, un mot ferme, prononcé sans hâte et avec calme, reste dans l'esprit de l'auditeur beaucoup plus longtemps que n'importe quel fracas. C'est la différence entre crier et parler avec sérénité. Le cri intimide seulement un instant. La voix sereine conquiert l'espace et reste là, imposant le respect sans besoin de violence verbale. Celui qui crie pense qu'il gagne du terrain par l'intensité, alors qu'en réalité, il montre sa faiblesse. Le cri révèle qu'il n'y a pas d'argument solide derrière, c'est une déclaration de vide. La voix sereine, en revanche, transmet la sécurité, car elle démontre que tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Une réponse claire, brève et tranquille peut faire baisser le ton même à la personne la plus exaltée. Des phrases comme « Je ne répondrai pas si tu me parles en criant » ou « Je préfère parler quand il y a du calme » sont des exemples de comment ta sérénité coupe le conflit à la racine. L'habitude de parler calmement se construit dans les moments quotidiens. N'attends pas une grande dispute pour la mettre en pratique. Fais-le dans de petites situations. Quand quelqu'un interrompt ton idée, quand quelqu'un essaie de te presser avec impatience, quand un commentaire sarcastique cherche à te déranger. Réponds lentement, ralentis le rythme de tes mots et évite d'élever la voix.
Ainsi, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir, mais à agir avec stratégie. Pense à ce qui se passe lors d'une réunion de travail. Si quelqu'un te contredit de manière agressive et que tu réponds au même niveau, le conflit grandit. Mais si ta voix reste sereine et que tu dis « je vais expliquer mon point de vue », écoute-le calmement. Ta présence gagne en poids. L'autre est exposé, car plus il crie, plus il est évident qu'il perd le contrôle face à ton sang-froid. La sérénité devient alors un miroir qui met en évidence le manque d'équilibre de l'agresseur. Dans les relations personnelles, il en va de même. Un membre de la famille contrarié peut élever la voix pour s'imposer. Si tu réponds de la même manière, tout se termine dans un cercle de cris. Mais si tu réponds avec des phrases courtes et un ton ferme, tu imposes un nouvel ordre. Parlons plus tard, ce n'est pas le moment, ou si nous allons nous crier dessus, je ne participe pas. Tu n'as pas besoin de plus. La voix sereine ne se justifie pas et ne se défend pas de manière exagérée, elle pose des limites claires et maintient la dignité. Les stoïciens savaient que le calme est un signe de force. Sénèque affirmait que ce n'est pas celui qui élève la voix qui est grand, mais celui qui ne se laisse pas emporter par l'agitation. Cette idée prend vie dans la pratique quotidienne. Alors que d'autres se fatiguent avec du bruit, tu conserves de l'énergie parce que ta voix ne dépend pas de l'impulsion. Chaque mot à toi, dit avec contrôle, est comme une flèche qui atteint le centre sans avoir besoin de tirer 100 dans l'air. Entraîner cette compétence nécessite une attention consciente. Respire avant de parler. Pense à l'essentiel que tu veux dire et exprime-le sans élever ton ton. Pratique des phrases qui te soutiennent au milieu du chaos. Quand tu veux, nous pouvons parler avec respect. Je peux t'écouter, mais sans cri. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à écraser, mais à maintenir ta position. L'effet est puissant. Celui qui crie est pris au piège de sa propre énergie incontrôlée. Toi, en revanche, tu restes maître de toi-même. Et le plus important, ta voix sereine finit par s'imposer. Parce que dans un monde plein de bruit, le calme résonne toujours plus fort. 3. Je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect. Les pierres lancées contre un mur solide finissent par tomber au sol, sans laisser de marque. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise des insultes ou des cris pour essayer de te provoquer et que tu décides de ne pas jouer sur ce terrain. Le respect est le mur que tu élèves face à l'attaque. Et chaque fois que tu dis calmement que tu ne parleras que dans ce cadre, les pierres deviennent inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris ou un flot d'explications, il suffit de maintenir ta limite claire. Beaucoup de discussions dégénèrent parce que personne ne met de frein. L'un crie, l'autre répond plus fort, et bientôt tout se transforme en un choc sans issue. Celui qui choisit de marquer le respect brise ce cycle. Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse. Quand tu dis « je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect », ce que tu communiques, c'est que tu n'accepteras pas un dialogue sous des règles sales. Et cette posture ne protège pas seulement ta paix, elle oblige aussi l'autre à reconsidérer sa façon de s'adresser à toi. La force de cette réponse réside dans le calme avec lequel elle est prononcée. Si tu le dis de manière agitée, elle perd de sa puissance. Mais lorsque tu l'exprimes fermement et calmement, elle montre clairement que ta dignité n'est pas en jeu. Le respect ne se mendie pas, il s'établit. C'est une limite qui ne se négocie pas. Celui qui insiste pour crier montre qu'il ne peut pas se contrôler. Mais toi, en restant serein, tu montres que tu peux contrôler ton terrain. Apporter cette habitude à la vie quotidienne est essentiel. Au travail, quand quelqu'un essaie de s'imposer par la pression ou des commentaires tranchants, ta réponse sereine coupe la tension. Nous pouvons en parler, mais sans cri ni reproche. En famille, face à des discussions où l'on cherche à te manipuler émotionnellement, il suffit de dire « Je ne continuerai pas si nous ne parlons pas avec respect ». Ce sont des phrases simples, mais percutantes. Elles n'attaquent pas, elles n'humilient pas, mais elles établissent la règle du jeu que tu choisis. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton épuisement, et cela inclut la façon dont les autres parlent.
Tu ne peux pas changer leur ton ni leur attitude, mais tu peux décider dans quelles conditions tu participeras à une conversation. Ce contrôle est un bouclier puissant. Garder ton calme tout en posant la limite du respect fait que même le plus agressif se retrouve à parler seul parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait, ta réaction. Exemple clair, quelqu'un t'accuse injustement devant les autres, attendant ta réponse immédiate. La plupart tomberaient dans le piège de se défendre à grands cris. Tu choisis quelque chose de différent, tu respires et tu dis calmement « Si tu veux parler, faisons-le avec respect. Maintenant, ce n'est pas le cas. » Tu ne te protèges pas seulement, tu projettes aussi de la sécurité. Tu montres que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour défendre ta position. Cette habitude devient un signe d'autorité personnelle. Celui qui sait mettre le respect comme condition inévitable gagne de la confiance à chaque interaction. Tu n'arriveras pas toujours à faire baisser le ton de l'autre, mais l'important est que tu ne le perdes pas. En laissant clair que ta participation dépend du respect, tu enseignes à tous que tu ne dialogues pas sous pression ni manipulation. Avec le temps, cette pratique te rend immunisé contre les discussions toxiques. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de se faire entendre au milieu des cris, tu apprends à attendre le moment approprié, à exiger le minimum nécessaire, le respect mutuel. Et ce calme se transforme en pouvoir, parce que celui qui établit les conditions d'une conversation contrôle la direction de celle-ci. 4. Mon jugement est suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation. Une boussole ne demande pas la permission pour indiquer le nord. Peu importe combien de mains la tiennent, son aiguille pointera toujours dans la même direction. Ton jugement doit être ainsi au milieu des discussions et des attaques verbales, ferme, orienté et sans besoin de chercher une validation externe. Quand tu sais qui tu es et ce que tu penses, ta voix ne tremble pas et ta sécurité ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup font l'erreur de répondre par de longues explications pour convaincre l'autre, comme si leur propre vérité devait être acceptée pour avoir de la valeur. Mais chaque mot que tu donnes en excès, chaque justification que tu répètes sans que personne ne te la demande, est une concession de ton pouvoir. Celui qui t'attaque veut t'entraîner sur ce terrain, te faire sentir que tes pensées ne sont pas valables si elles ne sont pas validées par lui. C'est là que ta réponse brève, ferme et claire entre en jeu. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Cette phrase est un mur qui coupe immédiatement la manipulation. Tu ne la dis pas avec colère ni avec ironie, tu la prononces avec sérénité. C'est un rappel pour toi-même et un avertissement pour l'autre. Ta vie n'est pas là pour être votée. Tes décisions ne reposent pas sur l'opinion des autres. Quand tu parles de cette certitude, même le plus insistant reste sans argument. Car comment discutes-tu avec quelqu'un qui ne cherche pas ta validation? Cette habitude est vitale au quotidien. Au travail, quand quelqu'un disqualifie ton idée pour la faire paraître faible, il suffit de répondre « C'est ma proposition et j'ai confiance en elle ». À la maison, face à un membre de la famille qui essaie d'imposer sa vision, tu peux dire « J'écoute ton opinion, mais je décide pour moi ». Dans la rue, face à quelqu'un qui remet en question tes choix personnels, réponds calmement « Je n'ai pas besoin de ton approbation pour vivre comme je le choisis ». Ce sont des phrases simples, mais elles reflètent un pouvoir énorme, car elles marquent une limite et renforcent ton identité. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions. Tout le reste, y compris les opinions des autres, appartient à un autre domaine. Si tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher des applaudissements ou à éviter les critiques. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te soucier de ce que pensent les autres. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Ton jugement est ta boussole, et tant que tu le suis fermement, le bruit extérieur ne peut pas te détourner. Imagine la situation typique où quelqu'un essaie de ridiculiser ta décision devant les autres. La plupart entreraient dans une bataille verbale pour justifier leur position. Toi, en revanche, tu choisis de répondre calmement « C'est ma décision et je suis en paix avec elle ». Rien de plus. Avec cette phrase, tu démontes le jeu.
L'autre attendait une longue explication qu'il pourrait t'attaquer, mais tu ne lui donnes pas de matière. Ta sérénité coupe l'air et la conversation manque de carburant. La clé est de faire de cela une habitude, pas une réaction isolée. Chaque jour, tu auras l'occasion de renforcer ton indépendance émotionnelle. Quand tu décides quelque chose, répète-toi mentalement « Mon jugement est suffisant ». Cet entraînement interne renforce ta confiance, et quand viendra le moment de l'exprimer à haute voix, ton ton transmettra l'authenticité. Il n'y aura pas de doute, car tu le vivras comme une vérité gravée en toi. Cette habitude protège aussi ton énergie. Quand tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu arrêtes de perdre du temps dans des batailles inutiles. Tu peux écouter, tu peux considérer des opinions, mais tu décides depuis ton centre. Cela ne signifie pas être têtu, cela signifie être maître de toi. Personne ne peut manipuler celui qui ne cherche pas de validation. 5. Tes paroles sont à toi, je ne vais pas les porter. Les flèches lancées en l'air peuvent voler avec force, mais elles n'atteignent pas toujours leur cible. Beaucoup tombent au sol, d'autres se perdent dans la distance. C'est ainsi que sont les insultes et les provocations. Elles sont lancées avec colère, mais elles ne blessent que si tu décides de les ramasser. Quand tu apprends à laisser ces flèches tomber sans les toucher, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque parole offensante en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. L'erreur la plus courante dans une discussion est de penser que tu dois te défendre de tout ce qui est dit, comme si chaque commentaire était une pierre que tu dois arrêter avec ton corps. Et non, ce n'est pas le cas. Tu choisis ce que tu portes et ce que tu laisses tomber. Quand tu réponds calmement, c'est à toi, je ne vais pas le porter, ou tes paroles ne me définissent pas, tu brises immédiatement l'intention de l'attaque. L'agresseur espérait que ses flèches te blessent, mais il se retrouve face à quelqu'un qui ne les reconnaît pas comme siennes. Cette habitude est une libération quotidienne. Dans la rue, si quelqu'un t'insulte gratuitement, tu peux répondre sereinement « Ce que tu dis parle de toi, pas de moi ». Au travail, face à des critiques injustes, il suffit de dire « Je respecte ton opinion, mais je ne la fais pas mienne ». En famille, quand un reproche cherche à te manipuler, réponds « Tes paroles sont à toi, je décide ce que je crois ». Des phrases simples, dites calmement, qui deviennent des boucliers impénétrables. Les stoïciens comprenaient cela clairement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un t'insulte, le mal n'est pas dans le mot lui-même, mais dans ce que tu décides de faire avec. Si tu le ramasses et le gardes dans ton esprit, il te blesse. Si tu le laisses tomber, il disparaît. Aussi simple, aussi puissant. Imagine une scène quotidienne. Quelqu'un cherche à te provoquer devant un groupe, en utilisant le sarcasme pour te faire mal paraître. La réaction la plus courante serait de lui rendre l'offense avec la même intensité. Mais si tu dis calmement « C'est ton opinion, je ne la porte pas », l'attaque se désarme. Le silence gênant ne sera pas le tien, il sera celui de celui qui a essayé de te blesser sans succès. En refusant de porter ses paroles, tu lui rends le poids de ce qu'il a dit. La clé est de faire de cette pratique une habitude constante. Chaque fois que quelqu'un essaie de déposer en toi ses frustrations déguisées en insultes, rappelle-toi que tu n'as pas à les accepter. Tu n'es pas un conteneur de déchets émotionnels. Tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le poison que d'autres essaient de te donner. Te répéter mentalement « ceci ne m'appartient pas » te donne une liberté immédiate. Répondre de cette façon ne signifie pas ignorer tout, mais choisir ce qui mérite ton énergie. Si la critique est constructive, tu peux l'écouter. Mais si elle est chargée de poison, tu la laisses tomber. Ta réponse brève et sereine marque la limite. Tu ne deviens pas le récepteur automatique de la colère des autres. Cette indépendance te donne la paix et aussi le respect. Parce que celui qui ne porte pas ce qui est étranger démontre une force intérieure. L'effet est transformateur. Quand tu ne réagis pas à chaque parole hostile, les autres découvrent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, que leurs insultes n'ont plus de pouvoir sur toi. Et avec le temps, même les plus agressifs comprennent qu'avec toi,
il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie, parce que tu ne donnes pas ce qu'il cherche, ta réaction. C'est ainsi que tu transformes une attaque en rien, parce que les mots, sans ton permission, ne pèsent pas, et parce que tu décides ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. 6. Ma posture et mon regard disent déjà ce que je pense. Un phare sur la côte n'a pas besoin de crier pour guider les bateaux. Sa lumière, ferme et constante, suffit à marquer le chemin dans l'obscurité. Il en va de même dans une discussion. Ce ne sont pas toujours les mots qui pèsent le plus, mais la façon dont tu te tiens. Ta posture, ton regard et ton silence stratégique peuvent parler plus fort que n'importe quel discours. Le corps a un langage qui, lorsqu'il est utilisé avec calme et fermeté, devient une arme silencieuse, impossible à ignorer. L'erreur de beaucoup est de croire que l'on ne défend une idée qu'en parlant plus fort ou en accumulant des arguments. Cependant, la façon dont tu te tiens face à l'attaque dit autant ou plus que ce que tu exprimes avec la bouche. Lorsque ta posture est droite, ton regard serein et tes gestes calmes, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité intimide plus que les cris. Celui qui essaie de t'agiter avec des mots s'attend à ce que tu bouges nerveusement, que tu baisses la tête ou que tu répondes avec des gestes nerveux. Si tu ne le fais pas, si tu restes comme un mur tranquille, tu lui montres qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Dans la vie quotidienne, cette habitude est clé. Imagine une réunion au travail où quelqu'un essaie de dénigrer ton opinion. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Il suffit de maintenir ton regard fixe et ta posture droite avant de parler. Ce calme physique envoie un message. Tu ne m'intimides pas. Et lorsque tu décides finalement de parler, même une phrase courte comme « je pense différemment » sonne plus fort parce que ton corps avait déjà marqué l'autorité. Cela se produit aussi dans la famille. Quelqu'un peut essayer de te manipuler avec des reproches ou des sarcasmes. Au lieu d'entrer dans le jeu des cris, ta réponse commence par ton langage corporel. Silence, calme, regard ferme. Puis une phrase brève. « Je n'ai pas besoin de discuter, ma position est déjà claire. » Ce geste coupe la tension parce qu'il montre que ton jugement est soutenu par plus que des mots. Le stoïcisme a toujours valorisé la cohérence entre l'interne et l'externe. Sénèque disait que la véritable force se reconnaît dans la sérénité du visage et dans la fermeté du caractère. Si ton intérieur est calme, ton corps le reflète. Et lorsque ton corps reflète le calme au milieu du bruit, il désarme l'autre sans avoir besoin d'entrer sur son terrain. L'attaque perd de sa force car elle ne trouve pas de faille par où entrer. S'entraîner à cette habitude implique de prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas de paraître arrogant ou distant, mais de maintenir ton centre dans n'importe quelle situation. Posture droite, respiration contrôlée, regard clair. Ces éléments transmettent une sérénité qui pèse plus que les cris. C'est comme dire, avec ta seule présence, « Je suis ici, sûr de moi, et rien de ce que tu dis ne me fait bouger. » Exemple pratique, quelqu'un t'insulte en espérant te voir perturbé. Tu restes calme, tu le regardes dans les yeux et tu réponds lentement « Tes mots ne changent pas ce que je suis. » L'impact ne réside pas seulement dans la phrase, mais aussi dans la façon dont tu l'accompagnes avec ton langage corporel. Ce mélange de fermeté et de sérénité génère un respect immédiat, car il démontre une maîtrise de soi. Faire de ta posture et de ton regard des alliés ne nécessite pas un effort exagéré, juste une pratique consciente. Chaque jour, dans de petites situations, rappelle-toi que ton corps communique aussi. Lorsque tu choisis de maintenir le calme physique, ton silence et tes gestes parlent plus qu'une discussion entière. La personne qui contrôle sa présence envoie un message clair. Je ne suis pas quelqu'un de facile à briser. C'est ainsi que tu fais comprendre aux autres ta position, même sans mots. 7. Le silence est aussi une réponse. Les pièges les plus efficaces ne sont pas toujours visibles. Un chasseur n'a pas besoin de montrer son arme. Il lui suffit de préparer le terrain pour que l'ennemi tombe de lui-même. C'est ainsi que fonctionne le silence au milieu d'une discussion.
On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est une stratégie qui oblige l'autre à tomber dans son propre bruit. Tandis qu'il s'épuise avec des cris et des insultes, tu restes tranquille, et ce calme devient un coup invisible, qui pèse plus que n'importe quel mot. Répondre par le silence ne signifie pas fuir, ni manquer d'arguments. Cela signifie choisir la meilleure stratégie, nier à l'autre ce qu'il recherche le plus, ta réaction. Celui qui crie a besoin de carburant, il a besoin que tu lui rendes le feu pour continuer à brûler. Si tu choisis de te taire, tu le laisses brûler seul jusqu'à ce que son énergie s'épuise. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas gagné en discutant, tu as gagné en ne jouant pas son jeu. Cette habitude s'entraîne jour après jour. Quand quelqu'un t'attaque avec du sarcasme au travail, tu peux le regarder et rester calme. Ton silence lui dit « Je ne vais pas me fatiguer avec toi ». Dans la famille, face à un reproche injuste, se taire et se retirer est plus clair que de s'engager dans une bagarre sans fin. Et dans la rue, lorsqu'un inconnu essaie de te provoquer, ton silence et ta démarche assurée montrent que tu n'as pas l'intention de salir ton énergie. Le pouvoir du silence est qu'il place tout le poids sur l'autre. Celui qui lance des mots offensants attend une réponse. S'il ne l'obtient pas, il est exposé à sa propre agressivité. Imagine quelqu'un te crier dessus en public pendant que tu choisis de rester calme, avec un regard ferme. La tension monte, mais pas vers toi, vers celui qui perd le contrôle. Ton silence devient un miroir qui reflète son désordre, et tout le monde le perçoit. C'est la force silencieuse qui intimide plus que n'importe quelle réplique. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tout ne mérite pas d'être répondu, car tout n'a pas de valeur. Si tu choisis de répondre à chaque attaque, tu finis par être pris dans le filet de l'autre. Mais si tu sélectionnes tes batailles et laisses le silence être ta réponse, tu démontres que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Je ne suis pas à ton niveau. Des exemples pratiques le montrent clairement. Imagine qu'un collègue essaie de t'humilier avec des blagues devant les autres. Au lieu de répondre, tu le regardes et gardes le silence. À ce moment-là, tu le laisses seul face à sa tentative de gagner des applaudissements. Le vide qui reste parle plus fort que n'importe quelle réplique. Ou dans une dispute de couple où les deux élèvent la voix, ton silence interrompt l'escalade. En ne donnant pas plus de carburant, tu obliges l'autre à s'arrêter et à reconsidérer. Faire de cela une habitude nécessite de l'autocontrôle. Il n'est pas facile de contenir le besoin de se défendre toujours, mais avec de la pratique, tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est choisir quand parler et quand laisser le bruit se détruire lui-même. Une technique simple est de te rappeler à ces moments-là, tout ne mérite pas une réponse. Cette phrase intérieure t'aide à garder ton calme et à utiliser le silence comme une arme stratégique. L'effet sur ta vie est profond. Tu gagnes du respect parce que ceux qui t'entourent découvrent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu gagnes la paix parce que tu ne portes pas le poids de discussions inutiles. Et surtout, tu gagnes du pouvoir parce que tu démontres que ton contrôle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, utilisé avec intention, est un coup invisible qui laisse toujours une trace. 8. Ma sérénité est ma force, je n'ai pas besoin de la perdre. L'acier le plus résistant n'est pas celui qui est forgé avec des coups désespérés, mais celui qui est trempé dans le feu et ensuite refroidi avec patience jusqu'à devenir inébranlable. C'est ainsi que se manifeste la sérénité au milieu d'une discussion, une trempe silencieuse qui n'a pas besoin de montrer de violence pour démontrer sa force. Alors que d'autres s'épuisent en perdant leur calme, tu deviens plus solide à mesure qu'ils essaient de te briser. La sérénité n'est pas passivité, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des mots durs, il le fait en espérant une réaction qui confirme son contrôle. Il veut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu perdes ton centre. Chaque seconde que tu maintiens ta sérénité est un coup qui le désarme,
car tu lui montres qu'il n'a pas accès à ce qui est le plus précieux, ton équilibre. Et cela envoie un message clair. Tu peux parler, mais tu ne peux pas me dominer. Faire de ta sérénité une habitude quotidienne est une stratégie vitale. Au travail, quand quelqu'un remet en question ta capacité avec un ton arrogant, tu peux répondre calmement « Je comprends ton opinion, je vais continuer à faire ce que je fais ». Cette sérénité désarme, car pendant que l'autre attend un conflit, il reçoit une réponse imperturbable. Dans la famille, quand les émotions débordent dans les discussions, garder son calme et dire « Je ne vais pas perdre ma paix pour ce sujet » est suffisant pour arrêter la tempête. Même dans la rue, face à un inconnu agressif, ta sérénité et ton silence deviennent une barrière qui empêche l'attaque d'avoir un effet. Les stoïciens comprenaient